Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Au programme d'aujourd'hui, on va parler de la canicule. Après cette semaine et ce week-end aux températures records, pendant ces vagues de chaleur, Paris est en surchauffe et les plus vulnérables sont forcément les premières victimes. La mairie de Paris a détaillé son plan d'adaptation climatique et il peine à convaincre les Parisiens et les élus de l'opposition. On va vous en donner les détails et puis on va réfléchir ensemble à la manière de transformer notre ville, nos villes, pour qu'elles puissent répondre à ces enjeux et ces périodes caniculaires. On continuera avec notre entretien culture et on vous parle aujourd'hui d'une reprise après un véritable triomphe sur les planches. C'est la joie de Charles Pépin avec Olivier Rudavet. C'est au Petit Montparnasse. Le Figaro Histoire nous raconte, il nous raconte cette semaine la laiterie de la Reine. C'est à Rambouillet, ça sera en fin d'émission. « 33, 37 degrés à certains moments dans la capitale. Depuis une semaine, Paris est en surchauffe et les Parisiens ont l'impression de vivre dans une cocotte minute. Des épisodes caniculaires qui vont évidemment se multiplier. Et derrière cette question, comment adapter nos villes à ces changements climatiques? La ville de Paris a présenté son plan d'adaptation climatique. On va en discuter justement avec nos invités présents en plateau. Pierre-Yves Bournazel, merci beaucoup d'être avec nous autour de la table. Vous êtes candidat à la mairie de Paris et conseiller Horizon de Paris pour le 18e arrondissement. Alexandre Florentin, conseiller de Paris pour le 13e, membre de Génération Écologie et président de la mission Paris à 50 degrés. Avec nous également Nicolas Bocquet, directeur général de l'Institut Paris Région. J'aimerais d'abord vous faire réagir, messieurs, sur ce chiffre, un chiffre inquiétant. Paris pourrait connaître des pics de température allant jusqu'à 50 degrés. Ça va arriver très vite. On parle de 2049, 2050. J'imagine que ça a évidemment des raisons de nous inquiéter, pour des raisons écologiques au premier chef, et puis derrière pour des questions de soutenabilité de nos villes, de notre manière à y vivre confortablement et de manière agréable. Monsieur, peut-être. Alors effectivement, c'est des données dont on dispose depuis 2017 avec des travaux de Météo France. C'est pas une surprise, hein? Non, c'est pas une surprise pour la communauté scientifique. C'est pas une surprise, mais ça reste quand même absolument effrayant, hein, ce qui est en train de se passer, la vitesse à laquelle ça va. D'autant plus que le changement climatique, c'est un phénomène qui ne revient pas en arrière. Donc, quand bien même, collectivement, on arriverait à arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, le climat se stabiliserait tel qu'il est, donc avec le type de canicule qu'on a maintenant. Et quand on regarde l'avenir, ça paraît pas improbable de se dire que les émissions vont continuer d'augmenter un petit peu, et donc on doit se préparer à des canicules d'un nouveau type, qui seront plus chaudes, plus tôt dans l'année, plus tard, plus fréquentes. Et ça fait consensus au Conseil de Paris. C'est rare. C'est suffisamment rare pour le souligner. Vous avez raison. On a pu faire un travail collectif, transpartisan, qui s'est appelé Paris à 50 degrés, dont on pourra parler des conclusions. Quand on voit ces épisodes caniculaires, ils sont pas tous qualifiés d'épisodes caniculaires, mais en tout cas, ces très fortes chaleurs qu'on a pu connaître, par exemple, la semaine passée, ce week-end également. Et est-ce que ça fait partie de la norme où on sort complètement, justement, des normes liées à la saisonnalité, bien sûr, à des pics de chaleur, ça a toujours existé, mais on se rend bien compte, là, que quand même, on est en surchauffe. Paris est en surchauffe, on a du mal à dormir. C'est des moments qui sont compliqués pour les Parisiens, pour les Franciliens. Oui, absolument. Je crois que le consensus scientifique, effectivement, notamment autour du groupe de recherche, le GREC, sur le climat en Ile-de-France, montre que la multiplication de ces épisodes montre qu'ils sont absolument improbables en l'absence d'un changement climatique. Donc clairement, on est là avec le signe d'un changement qui se prépare et qui frappe en particulier Paris et le cœur de l'Île-de-France, la zone dense, à cause de ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, qui fait que, alors que la différence de température habituelle est plutôt de 2 degrés, 2 degrés et demi, dans la canicule de 2003, on était à 8 à 10 degrés entre le centre de Paris et la forêt de Fontainebleau. Donc on voit bien que dans ce centre urbain, on est vraiment au cœur de cette crise climatique. Donc il y a vraiment un phénomène, je parlais de cocotte minute tout à l'heure, il y a vraiment cet effet-là, en tout cas, qui est ressenti par les Parisiens. Qui est ressenti, qui est documenté, qui est l'élément de base du diagnostic pour voir là où il y a à la fois les plus grands risques et puis les plus grandes vulnérabilités, et puis en même temps qui est un levier pour la prévention et pour faire tout ce qui est dans notre pouvoir, à la fois sur le temps long et sur le temps court, pour nous préparer. Pierre-Yves Bournazel, quel est le diagnostic que vous faites finalement de la ville de Paris et de sa capacité à résister à ces épisodes de très fortes températures? Je partage ce qui a été dit d'abord. On a un autre problème, c'est que la nuit, les températures baissent moins qu'avant. Donc, dans la zone très dense, et particulièrement à Paris intramuros... Ça ne se rafraîchit pas la nuit? Non, très peu, insuffisamment. Et donc, évidemment, ça a des conséquences en matière de santé. La question, c'est évidemment... préserver notre planète. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est le combat du siècle.
c'est un combat qu'on mène contre le temps, c'est un combat qui rassemble toutes les générations, toutes les conditions sociales. Ben, normalement, ça devrait rassembler tous les partis, parce que sinon, il faut être aveuglé par l'idéologie. C'est une réalité scientifique, et on ne lutte pas contre la réalité scientifique, sauf si on est irrationnel. Et donc, je pense qu'il faut convaincre tout le monde. Évidemment, les institutions publiques, les partenaires privés, associatifs comme entreprises, mais aussi les citoyens qui doivent pouvoir converger. Et on s'y est pris trop tard, globalement, puisque, comme le disait très justement Alexandre Florentin, on ne découvre rien, on le sait depuis un moment. Mais bien sûr, et donc il faut transformer profondément nos modèles pour lutter contre le réchauffement climatique, et il faut trouver toutes les politiques publiques qui peuvent rafraîchir notre ville. Il y a des solutions, elles existent, elles étaient notamment dans l'excellent rapport qui a été fait par M. Florentin et par Mme Lelièvre. Je porte des propositions, évidemment, dans le débat public aussi. Nous avons besoin d'agir globalement et très localement. On va revenir sur vos propositions, on va discuter évidemment des solutions qui sont envisagées. Moi, j'ai envie de commencer presque par la fin et de vous demander si on peut aussi trouver des débuts de réponse, peut-être des initiatives, des idées du côté de nos voisins européens. On sait qu'il y a notamment certaines villes du sud de l'Europe qui sont confrontées évidemment aux mêmes problématiques que nous. Est-ce qu'il y a des bonnes idées? Est-ce qu'on doit avoir cette approche aussi? Oui, bien sûr, il y a des bonnes idées partout. La ville de Barcelone qui repense un petit peu la question de la couleur pour permettre un plus grand réfléchissement. Mais au-delà d'aller... Je dirais, c'est effectivement se mettre en route pour aller voir les solutions qui existent, non pas nécessairement les plus nouvelles, mais parfois des solutions anciennes. Qui marchaient très bien. Exactement. Donc c'est vrai que depuis 50 ans, 60 ans, l'urbanisme a oublié la connexion entre la ville et son propre climat. Voilà. Et donc on a construit de la même manière sans prendre en compte la manière dont on pouvait s'appuyer sur la circulation des vents, sur les climats locaux. Aujourd'hui, on a deux choses à faire en une. Il faut se reconnecter à la question du climat de la ville et en même temps, il faut anticiper en se disant mais le climat pour lequel on doit construire aujourd'hui les formes urbaines, ben, c'est peut-être pas le climat qu'on a là, mais c'est peut-être ailleurs. Donc aller chercher dans des choses aussi diverses que des tours des vents dans certains pays du Proche-Orient. Qu'est-ce que c'est ? C'est des constructions très en hauteur qui permettent d'aller capter des vents qui vont permettre ensuite, quand ils sont happés par la tour, et ensuite de venir réchauffer le bâtiment. Une idée parmi d'autres, on a en ce moment à Versailles la Biennale d'architecture et du paysage, avec certaines expositions extrêmement intéressantes, notamment une sur le monde à plus 4 degrés, et pour vraiment s'inspirer de tout cela. Donc en tout cas, se reconnecter vraiment à nos villes et à leur climat, et au climat de demain surtout, c'est ce que vous expliquez. Exactement, donc je dirais que c'est aussi ça, autant que des choses qui peuvent être de l'ordre de la très bonne solution ou du gadget, parce qu'il faut s'adapter, mais la maladaptation, c'est aussi un problème. Donc il faut vraiment bien réfléchir pour trouver des solutions qu'on ne regrettera pas demain. La mairie a présenté son plan d'action mardi dernier. Paris s'adapte, c'est une initiative annuelle avec une batterie de mesures qui sont prises chaque année en début d'été. L'idée, c'est de réagir et d'anticiper aussi les pics de chaleur puisqu'ils sont inévitables. Est-ce qu'on est assez ambitieux ? Non. Pas assez. Moi, je trouve pas. Non, on l'est pas. Enfin, mais c'est un problème qui est civilisationnel. Donc, en fait, tout le monde découvre au fur et à mesure qu'il arrive comment on va le gérer. Ce que la mission montrait bien, donc je le rappelle, hein, parce que je crois que c'est important pour nos auditeurs ou nos auditrices, c'était une mission transpartisane. Elle montrait que, en gros, quand le climat change, tout change. Et donc la difficulté, c'est d'avoir une transformation de la ville sur elle-même, comme le disait monsieur, dans des temps qui sont infiniment trop courts par rapport à ce qu'on devrait faire. Les solutions, quand on regarde les choses prises séparément, elles existent. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on va vivre avec une transformation qui doit se faire très rapide et qui, du coup, on le sait très bien, ne se fera pas suffisamment. Ce qu'on a regardé, c'est qu'à chaque fois qu'on examinait un pan sur, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les écoles, qu'est-ce qui se passe dans les transports, qu'est-ce qui se passe sur l'espace public, on avait des politiques publiques préexistantes qui étaient une première étape. Et on sait collectivement qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. Je vous donne un exemple. Toutes les personnes qui habitent à Paris ont bien vu qu'il y a eu un effort de végétalisation qui a été fait, qui est assez conséquent, qui, moi je considère qu'il a été... c'est très beau, en fait. Il y a des réalisations qui sont très belles. Par contre, l'étape d'après, c'est qu'il va falloir aussi végétaliser, par exemple, de manière en verticalisant. D'accord. Bah ça, c'est une autre étape. Ça va rentrer en conflit avec notre habitude des pratiques patrimoniales. Donc, on a des premiers blocs. Vous parlez replantés, par exemple, cet hiver, et des 100 rues aux écoles qui ont été aménagées. Ça fait partie, en effet, de ces politiques. Tout à fait. Sur le rapport à l'eau aussi, vous aviez des images pendant qu'on parlait sur le fait que
En fait, on a besoin de... Les sans domicile fixe ont besoin d'avoir de meilleurs accès à l'eau potable, on leur en donne. Il y a des commerçants qui participent à cet effort-là aussi, mais aussi les gens se baignent et il va falloir sécuriser l'accès au canal Saint-Martin, par exemple. On va y revenir, parce qu'en effet, il y a des enjeux qui sont liés aussi à ces politiques publiques. Est-ce qu'on peut rester pour autant, Pierre-Yves Bournazel, dans cette logique annuelle de mesures qui sont des mesures tampons finalement? On sait qu'il fait trop chaud, alors on va trouver des solutions, on va mettre quelques brumisateurs, et puis évidemment, on va essayer de trouver des solutions pour que les Parisiens en souffrent le moins possible. Oui, il faut faire des choses ça pour protéger les Parisiens, mais il faut des politiques structurelles aussi. Paris est la capitale la plus dense d'Europe. Et nous avons une densité égale à Mumbai. Nous sommes une des métropoles les plus denses du monde et on étouffe à Paris. Quand il y a de la canicule, eh bien, ça devient intenable. Et c'est une question majeure de santé publique. Parce que derrière, il y a des causes de mortalité et il y a des conséquences sur le plan de la santé physique et mentale. Paris, c'est une petite ville en termes de superficie. C'est 105 km². D'où la densité record dont vous parlez. Bien sûr, 87 km² si on retire le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Donc il faut qu'on pense nos politiques locales aussi à l'échelle du Grand Paris, à l'échelle de la région, pour avoir des impacts beaucoup plus forts en termes de déplacement. Et concrètement, ça donne quoi? Concrètement, structurellement, il faut moins de pollution. Donc il faut évidemment trouver des solutions pour des gens qui ont des voitures polluantes. Il faut trouver des solutions. Il faut sortir la voiture de la zone dense au maximum et trouver des solutions pour les personnes avec des parkings relais, notamment. Ça a des conséquences directes sur la température? Bien sûr, au niveau des gares du Grand Paris Express, pour permettre à ces personnes de pouvoir ensuite utiliser les transports en commun. Il faut transformer le parc des 2 roues thermiques en 2 roues électriques. Il faut agir sur le bâti. Or, nous avons un bâti ancien, donc entre ce qu'on peut faire à l'intérieur, ce qu'on peut faire à l'extérieur grâce à l'innovation, il faut s'appuyer sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle éthique pour transformer notre ville en gardant l'axe faire du beau et du vert. Faire du beau et du vert. C'est compliqué, hein, ces questions de rénovation énergétique, ça revient en permanence sur la table. Actuellement réfléchir des citoyens qui m'accompagnent pour la construction de la vision d'avenir et le projet. Avec des architectes urbanistes, on travaille à des solutions très opérantes. Comment on fait baisser la température? Comment on protège les citoyens, notamment ceux qui habitent dans les étages près des toits? Comment on peut végétaliser un certain nombre de toits? Comment on peut végétaliser des cours intérieures? Et évidemment, après, la ville de Paris a des responsabilités sur l'espace public. Des choses ont été faites et je les ai soutenues, car il faut que Paris avance. Mais il faut aller plus loin maintenant. Je demande depuis très longtemps qu'on ait une étude pour la végétalisation en pleine terre de l'ensemble des maréchaux à Paris. Il faut plus planter. C'est-à-dire de planter sur les trottoirs tout autour des maréchaux. La végétalisation qui a été proposée par la mairie de Paris est parfois une végétalisation qui avait été discutée comme étant moins efficiente que des arbres qui peuvent avoir 50 ans et qui en effet ont des capacités à nous protéger et qui ont des bénéfices qui sont plus importants. Des choses ont été faites, mais avec beaucoup de retard, parce qu'au départ on avait beaucoup de plantes en pot. Et puis il y a évidemment des contraintes aussi qui sont inhérentes à la manière dont la ville de Paris et on peut pas le faire partout. Et on ne peut pas le faire partout. Par exemple, on a une petite ceinture. Il faut l'utiliser, ça doit être le premier poumon vert de Paris, la petite ceinture. Il faut végétaliser toutes les petites places, tous les petits carrefours où c'est possible, pour qu'il y ait dans tous les quartiers, là où les quartiers notamment les plus denses, qu'il y ait des îlots de fraîcheur. Il faut ouvrir au maximum nos écoles oasis, pour qu'en soirée, les habitants dans des quartiers denses et où il y a peu d'îlots de fraîcheur puissent se retrouver. Bref, il y a plein de dispositifs à mettre en place pour une ville plus verte, toujours belle et moins touchée par la canicule pour faire baisser les températures. Nicolas Bocquet, vous rejoignez les propos de Pierre-Yves Bournazel sur le fait qu'il faut avoir une logique qui est presque régionale en fait. Il faut embarquer tout le monde dans cette réflexion pour que derrière les politiques aient le plus d'impact possible. Absolument, alors ça je suis absolument d'accord. Il faut être dans une logique effectivement du Grand Paris et de la région. C'est effectivement à cette échelle-là que les choses se jouent, c'est à la fois à la grande échelle régionale et à la micro-échelle que vous évoquez. Il faut aussi articuler les questions de solutions fondées sur la nature et aussi les questions technologiques. Il est clair que le fait de pouvoir renaturer, et si on parle de l'échelon régional, il y a cette grande ambition portée par la région par Île-de-France Nature avec l'aide de l'Institut pour vraiment faire revenir la nature en ville, avec une centaine d'opérations déjà en cours, puisqu'effectivement c'est cette renaturation avec notamment le retour de l'eau, le retour de la végétation, l'arbre qui évidemment a un pouvoir rafraîchissant très important puisqu'il nous protège par l'ombre et en même temps il y a l'évapotranspiration. Toutes ces solutions. Et puis il y a les solutions technologiques. Qu'il faut bien articuler, mais qu'il faut également penser. La question de la climatisation ne doit évidemment pas être tabou.
elle est très importante parce que si elle se fait de manière anarchique, elle entraînera des conséquences négatives. Donc il faut le faire intelligemment. Il y a une excellente... Pardon ? Plus de degrés. Si tout le monde climatise, c'est plus de degrés au niveau local. Tout dépend de la manière dont on le fait. Il y a une excellente étude de la Pure là-dessus qui montre qu'une climatisation anarchique peut avoir des effets négatifs. En même temps, cette climatisation, on en a besoin. Le fait que la région ait engagé en 2016 toute cette opération de climatisation des métros, des tramways, des bus, c'est évidemment essentiel dans la manière dont on va pouvoir résister, dans la manière dont les franciliens vont continuer à utiliser les transports en commun au lieu d'utiliser leur voiture individuelle. Donc il faut... la région parisienne a été pionnière dans les réseaux de chaleur, elle est aussi pionnière dans les réseaux de froid, hein, et la manière dont on organise cette climatisation, elle est aussi importante. Donc, mais la manière dont vous décrivez les choses, on a l'impression que tout est là, mais qu'on ne le met pas assez en musique. On a commencé, hein. Il y a quand même au plan régional un grand plan d'adaptation au changement climatique qui a été lancé. Je vous vois Alexandre Florentin hocher la tête. Voilà, on a déjà des choses, mais évidemment il faut collectivement changer d'échelle, ça on est tout à fait d'accord. Et aller plus loin. Une réaction, Alexandre Florentin. On augmente la densité urbaine dans toute la région Île-de-France. Au niveau national, il y a eu un détricotage massif de réglementation sur la rénovation, sur les zéro artificialisation nette. Et donc, pour l'instant, même si autour de cette table, on peut avoir l'impression d'avancer dans la même direction, en fait, on est quasiment l'exception politique autour de cette table, en tout cas dans les courants plus à droite. Et la ville de Paris fait ce qu'elle peut par rapport à son périmètre qui est le sien. C'est vrai qu'il y a à la fois des mesures qui sont prises parce que l'été arrive, ça c'est normal, et en même temps il y a des mesures structurelles qui sont faites. Par exemple, les exemples que vous donniez sur la végétalisation, c'est évident que quand on plante un arbre maintenant, en fait c'est pour anticiper ce qui va se passer d'ici 15 ans. Au moment T, bien sûr, et pourtant il faut commencer le plus vite possible, parce qu'on ne l'a pas fait il y a 20 ans. Et on aurait dû le faire. On l'aurait dû le faire dès les années 70. Et c'est pas ce qui a été fait. Non, je pense que c'est important d'être constructif et de partager un diagnostic et aussi des politiques publiques à mettre en place ensemble. C'est très important. Et j'étais le premier à dire tout à l'heure que j'ai soutenu un certain nombre de mesures portées par la majorité municipale ou la majorité régionale quand ça va dans le bon sens. Par exemple, la baignabilité de la Seine, vous y croyez? Vous pensez que c'est une vraie solution? Alors oui, il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire, comme il fallait faire les rues aux écoles, comme la plantation en pleine terre. Mais c'est une solution contre la canicule, vraiment. Mais ça y contribue. Tout doit contribuer. C'est un élément. C'est une addition. Mais il faut être juste. Ces dernières années, les 20 dernières années, à Paris, il y a eu quand même 3 millions de mètres carrés de plus de béton. Donc il y a une bétonisation. Il y a une bétonisation de la ville. Les aménagements. En parallèle de la végétalisation et des politiques qui ont été menées. Oui, mais la végétalisation, elle est très récente. Il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été mis en place par cette majorité municipale, qui étaient des aménagements très minéraux. Il faut travailler sur la question du bitume de notre espace public. C'est très important. Il faut utiliser l'innovation technologique, les savoir-faire, pour faire en sorte que aussi notre espace public, dans les aménagements, dans les travaux, que ça soit bien fait, proprement fait, et que ce soit le plus écologique possible. Or, en la matière, nous avons encore des progrès à faire, mais c'est justement la logique de ce que nous faisons et de notre discussion, c'est d'être dans la préparation de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment urgence à agir. Non, il y a urgence à agir, il faut prendre les décisions. La ville doit prendre des décisions, la région doit prendre des décisions, la métropole doit prendre des décisions, l'État doit prendre des décisions. Et si on est logique, si nous on attaque le micro-local, et c'est très important par quartier, avec des propositions très, très importantes, il faut penser global. Et on voit bien qu'on a un enjeu, qui est l'enjeu européen et planétaire. Il faut que l'Union européenne soit un exemple dans le monde pour transformer notre modèle de production et de consommation si on veut à terme avoir un vrai impact sur le réchauffement climatique. C'est intéressant ce que vous disiez, et c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que certaines mesures qui ont été annoncées passent pour des mesurettes. Je pense aux kits chaleur qui ont été distribués avec des chaussures et des vêtements d'été mis à disposition des personnes sans abri. Évidemment, on doit se préoccuper de ceux qui n'ont pas de toit. Ça fait. Ils meurent plus l'été que l'hiver maintenant. Mais alors des sandales, des vêtements pour les personnes qui sont sans abri, est-ce que c'est vraiment ce dont ils ont le plus besoin? C'est la première étape, parce que par exemple, la solidarité fonctionne moins l'été pour les SDF que l'hiver. On n'a pas comme ça le réflexe. C'est vrai qu'il y a un élan de solidarité pendant la période hivernale qui est Oui, c'est ça. On se dit, tiens, je vais pouvoir offrir un café, je vais donner des vêtements. Alors qu'en fait, on ne pense pas à donner des vêtements d'été. Ça peut paraître bête, mais en fait, c'est aussi des retours qu'on a des associations, du terrain. J'en doute pas. L'étape d'après, c'est quelle solution de relogement on a. On a besoin d'aller de la même manière qu'on a un plan grand froid, qu'on avait un plan grand froid parce qu'il est de moins en moins déclenché.
pour des questions climatiques. On a besoin d'un plan grand chaud, il est en construction, mais les problèmes sont nouveaux. Avant, on pouvait loger les centres de multifixes dans des gymnases, mais en fait, les gymnases, c'est des bouilloires thermiques. Tout à fait. C'est assez impressionnant. Et donc, c'est pas possible. Et donc là, par exemple, se posent des questions, et ça fait le lien avec ce que vous disiez sur la climatisation. On ne pourra pas complètement s'en passer, mais il ne faut pas que ce soit anarchique. Et donc là, se pose la question du partage des lieux frais, que ce soit des lieux naturellement frais, parce que c'est des gros murs en pierre ou autres, et des lieux qui sont déjà climatisés. Ça peut être des halls d'entrée de bureaux. Et on en est là, malheureusement. En 2025, on doit gérer les deux temporalités de l'urgence et du plus long terme. Et c'est pour ça que c'est un peu déstabilisant pour les Parisiens qui se disent « je meurs de chaud, je suffoque, je n'en peux plus ». Et moi, ce qui est fait, c'est des kits de survie, c'est « je peux aller me baigner dans la Seine », mais ça ne résout pas mes problèmes. Et j'entends ce que vous dites avec cette double temporalité, cette nécessité d'avoir des mesures concrètes, immédiates pour ceux qui souffrent et qui en ont le plus besoin. Et à côté, cette logique plus structurelle pour construire des politiques de long terme. Il faut être pragmatique. Moi, je suis en train de vivre mon premier mandat. Je suis la personne qui pose le sujet sur la table de Paris à 50 degrés. Évidemment, le champ, il est immense. Là, on est d'accord, c'est une révolution, une nouvelle révolution haussmannienne dont on parle. Oui, une réaction, Pierre-Yves. C'est très vrai. Ce qui est important aussi de faire, c'est que l'information. Parce que beaucoup de citoyens sont désemparés face à l'augmentation des températures et il faut leur donner un maximum d'informations. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? À quelle heure on doit sortir quand on est vulnérable, quand on a des morbidités, quand on est âgé, à quelle heure il ne faut absolument pas sortir, assurer des solidarités, éventuellement aider des personnes à faire leurs courses, détecter les personnes isolées, les accompagner. Il y a quand même 400 personnes qui succombent chaque année. Bien sûr. L'isolement peut être... à cause des fortes chaleurs. Bien sûr, et l'isolement est un vrai problème. Et donc, il faut assurer des solidarités par quartier, par micro-quartier. Ça me paraît vraiment indispensable. Des chaînes de solidarité. Des chaînes de solidarité. Et la ville peut évidemment, grâce à l'information, dans les boîtes aux lettres, les panneaux, évidemment, municipaux, informer un maximum les Parisiens. Et puis, les gardiens d'immeubles, et puis les présidents d'associations, et puis les responsables de locataires. En fait, on est tous responsables et on est tous acteurs, finalement, de la gestion de ces fortes chaleurs. Je ne sais même pas comment le Bien sûr, on est tous acteurs. Et puis, il y a un sujet. C'est les bâtiments publics municipaux et les logements sociaux des bailleurs de la ville. Nous devons accélérer la transformation énergétique. Je suis venu sur votre plateau il y a quelques semaines faire mon plan d'économie sur le train de ville, hôtel de ville. Pourquoi il faut diminuer un certain nombre de dépenses? Parce qu'il faut investir sur des priorités. Par exemple, il faut accélérer la rénovation thermique des logements sociaux. Il faut aller plus vite, parce que dans ces logements sociaux, on a très chaud. Et parfois très froid l'hiver, à l'inverse. C'est une question de justice sociale et c'est une question écologique majeure. Si déjà la ville s'occupe très bien de son parc, c'est-à-dire de ses logements sociaux et de ses bâtiments. Dans la rénovation de ces logements sociaux. Bien sûr, et des bâtiments publics municipaux, c'est-à-dire nos mairies d'arrondissement, les écoles, tout ce qui appartient à la ville pour être exemplaire sur le plan écologique et avoir des îlots aussi de fraîcheur. Je pensais tout à l'heure au cours Oasis pour les écoles qui peuvent s'ouvrir, évidemment, en soirée, en cas de canicule pour les riverains. Vous avez parlé peut-être du manque d'information, en tout cas de la nécessité de mieux informer ceux qui nous écoutent. J'aimerais qu'on parle des différents niveaux d'alerte, puisque ça permet aussi à ceux qui nous écoutent de mieux comprendre où on se trouve et donc ce qui peut être déclenché, ce qui ne peut pas être déclenché. Pour le niveau vert, on va dire, c'est un plan automatique qui est déclenché du 1er juin au 15 septembre avec des actions préventives, une communication accrue sur les 1400 lieux de fraîcheur dans Paris. Qu'est-ce qu'un lieu de fraîcheur? C'est quoi la définition si on doit la donner, messieurs? C'est un lieu qui est frais, soit parce qu'il est naturellement, donc vous avez... Donc ça peut être des parcs? Ça peut être des parcs, ça peut être aussi des lieux de culte, parce qu'en fait, en général, les églises, elles ont des gros murs en pierre et on sait toutes et tous que en fait, c'est beaucoup plus frais. Un excellent isolant. Exactement. En fait, ça retarde l'entrée de la chaleur à l'intérieur, donc c'est des lieux qui sont précieux, mais donc on a des lieux publics aussi heures pour se mettre en sécurité par rapport aux fortes chaleurs. Tout à fait. En fait, votre corps a une capacité, on a toutes et tous une capacité à traverser des variations de température très fortes. Par contre, il faut pouvoir se reposer de temps en temps. Donc, on n'a pas besoin d'avoir H24, un lieu frais, si on y a accès quelques heures. D'où l'importance de ces îlots de fraîcheur. Exactement. Donc ça marche pour la journée. Et dans les travaux qui doivent être menés, y compris par la prochaine majorité, quelle que soit sa couleur, c'est de travailler sur l'ouverture de ces lieux la nuit. Parce que la mortalité, elle est beaucoup liée au fait que nos corps n'arrivent pas suffisamment à se reposer la nuit.
tu fais des chaleurs excessives. En jaune, donc pardon, j'y reviens, en 30 la journée, 20 degrés la nuit, on déclenche le dispositif réflexe. C'est un registre finalement où on peut se déclarer comme étant vulnérable, c'est ça. Orange, canicule, 3 jours avec plus de 31 jours et 21 la nuit. Donc là, les plus vulnérables sont normalement appelés, en tout cas ceux qui se sont notifiés pour faire partie de ce registre. Il y a des lieux climatisés qui sont ouverts dans les mairies, il y a des maraudes qui sont organisées. Ça ne résout pas la question du problème dans les logements parisiens qu'on a commencé à évoquer ensemble. Et le niveau rouge, c'est une canicule extrême. On décrète à l'échelle nationale et notamment le plan blanc est déclenché dans la foulée avec un niveau 4 dans les EHPAD parce que évidemment parmi les plus vulnérables il y a les personnes âgées. Ce qu'on note, c'est qu'on est en réaction beaucoup et on le voit avec ces 4 étapes qui sont clés. On est en réaction finalement des températures et on se dit là on déclenche tel plan. C'est normal ? Écoutez, les écologistes, depuis les années 70, disent attention, la communauté scientifique nous alerte. Après, il faut le temps d'arriver au pouvoir. Je vois que ces idées diffusent très largement maintenant, puisque en fait, je ne peux que souscrire à tout ce qu'a dit M. Bournazel, puisque c'est exactement ce que les écologistes défendent depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous souscrivez à ce qu'a proposé Yann Brossard, avec sa proposition d'équiper tous les logements parisiens avec des volets ? Ah, mais alors ça c'est une bonne idée. Il y a un consensus d'ailleurs dans la mission, en tout cas. C'est une idée qui existe depuis longtemps dans le débat public. Ouais. C'est une évidence quand vous avez vécu dans le sud de la France. Monsieur parlait de solutions de basse intensité technologique qui existent. Quand vous vous baladez à Paris, vous voyez que tout le monde n'a pas de volet. Et c'est absolument C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur l'innovation. Car il y a des savoir-faire aujourd'hui où il y en aura pour faire en sorte d'avoir des volets. Des vieux volets en bois. Très bien, quand ils existent, mais quand ils n'existent pas, il faut inventer des volets thermiques beaux et écolos. Et c'est possible de le faire, et on a le savoir-faire. Et c'est là qu'on a besoin d'innovation, du monde de l'entreprise pour venir. Eh bien, on finance en faisant des mesures d'économie. Sur le train de vie de la mairie de Paris. Non, mais quand c'est la mairie de Paris, mais de manière générale sur le fonctionnement, parce qu'on a besoin d'investir. Ce sont des investissements d'avenir. Et on a besoin de s'appuyer aussi sur des partenaires. On a besoin de travailler avec d'autres partenaires publics, mais des partenaires privés aussi. J'ai cité tout à l'heure le monde de l'entreprise. Oui. Le monde de l'entreprise doit contribuer par l'innovation, par son savoir-faire, à trouver des solutions très concrètes pour lutter contre le réchauffement. Bien sûr, mais il faut qu'il y ait une meilleure gouvernance pour que toutes ces idées infusent vite. C'est peut-être une meilleure mise sur le marché aussi. Oui, mais qu'elle soit appliquée par la puissance publique et que la puissance publique travaille bien avec les partenaires. Une réaction peut-être, Nicolas Bocquet ? Oui, simplement, il n'y a pas de solution uniforme, miracle, qui convienne à tous. Donc c'est pas parce qu'on met des volets sur toutes les maisons de Paris que ça va changer les choses. Et les architectes des bâtiments de France ne laisseront pas les Parisiens mettre des volets à toutes leurs... Voilà, ça dépend des cas. Il y a effectivement, comme on disait, chaque solution est intéressante, il faut s'adapter, il faut faire le maximum. Derrière, vous mentionniez ces quatre phases. N'oublions pas le choc sur les hommes et aussi sur la nature. C'est-à-dire que derrière ce qu'on voit là, il y a tous les chocs en retour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là et qu'on a cette chaleur qui dure longtemps, on embraye sur du stress hydrique pour les arbres, pour la nature. On embraye sur de la sécheresse qui elle-même provoque du retrait-gonflement des argiles. On peut avoir des épisodes d'orage extrêmement violents comme on en a eu. Donc en fait, même là, ce dont on parle et qui paraît gigantesque, en réalité, n'est qu'une partie du problème devant lequel nous sommes avec des effets rebonds climatique, mais il y a évidemment les enjeux du dérèglement climatique aussi au sens large. Les deux sont liés, puisque les épisodes, notamment d'orage extrêmement violents qu'on a connus, ils sont liés à des épisodes de chaleur intense. Voilà. Et derrière, le choc d'une période de stress hydrique intense sur nos forêts en Ile-de-France, on le ressent encore sur des années et des années en réalité. Un dernier mot peut-être pour les Parisiens qui nous écoutent, les Franciliens, sur ce qui va être mis en place, ce qui doit être mis en place pour que ces épisodes soient moins désagréables. En fait, quand le climat change, tout change et on a un enjeu qui n'est pas technologique. On a les solutions techniques pour vivre dans un autre climat, mais on n'a pas le temps, pas l'argent, pas le budget carbone, les matériaux pour le faire. Donc il faut à la fois en faire une priorité structurelle et proposer aux citoyens, citoyennes, notamment avec l'élection de 2026, des choix d'orientation. C'est vraiment des choix d'orientation très engageants pour le futur qui doivent être faits autour des questions dont on a débattu ici. Le mot de la fin, Pierre-Yves Bournazel. Le maximum de rénovation thermique, d'aide pour les copropriétés et d'essayer de faire au maximum ce qui est possible avec un bâti ancien en intérieur ou en extérieur. Un espace public avec plus d'arbres et des travaux avec moins de bitume et une flotte automobile et de roues transformée progressivement
et rapidement même vers des véhicules propres. Ça, c'est important. Si vous êtes élu à la mairie de Paris. Et faire en sorte aussi que nos transports en commun fonctionnent bien, que les bus ne roulent plus à 6 km/h en moyenne, mais que ce soit une vraie offre alternative, propre, pour chacune et chacun. Et ça, il faut redonner la priorité aux bus et aussi protéger les piétons, parce que 50% des déplacements à Paris se font à pied, et les piétons aujourd'hui sont un peu perdus dans cette pagaille. Est-ce que c'est ce que vous ferez si vous êtes élu à la mairie de Paris ? C'est ce que je suis en train de construire avec beaucoup de Parisiennes et de Parisiens. C'est ce que nous porterons dans ce débat public municipal et que nous mettrons en œuvre avec la majorité la plus large possible après 2026. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour évoquer ce sujet qui nous concerne tous, évidemment. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Arrivez-vous à savourer le moment présent? Savez-vous philosopher sur la vie et l'envisager joyeusement? Pas toujours, et bien cette pièce va vous faire un bien fou. Adaptée du roman de Charles Pépin, La joie est un seul en scène philosophique, incarné par Olivier Rudavet, qui remonte sur les planches après un succès phénoménal. Il est sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On est ravis de vous avoir avec nous et vous êtes accompagné de Tristan Robin, le metteur en scène. Tout d'abord, bravo à tous les deux, messieurs, puisque c'est un succès génial. Et puis ça a déclenché donc une reprise et on s'en réjouit à chaque fois. J'ai envie d'attaquer dans le dur avec une question qui pourrait donner lieu finalement à un entretien philosophique, à une copie de bac. On planche pendant 4 heures. C'est quoi la joie? Ça, vous avez vu? Belle question. Je serais pas mal pour créer les copies de philo. Hein. Ouais. Alors moi, je dirais que la joie, c'est quelque chose qu'on n'attend pas mais qu'on accueille. Quelque chose qu'on ne recherche pas, comme on ne recherche pas l'amour. Si on fait ça, on ne le trouvera jamais. Ça, c'est pas faux. En revanche, la joie, si on est perméable à ce qu'elle vienne nous envahir, eh bien, elle est là, elle est fugace, elle est très éphémère, mais elle nous emplit complètement le corps et l'esprit. Tristan Robin. Ouais, je dirais qu'il y a effectivement quelque chose de l'instantané dans la joie. Quelque chose qui... Donc on ne peut pas être joyeux tout le temps? Ah non. Je pense que non, c'est un leurre. C'est impossible. Ouais. Non, je crois pas. Et c'est pas grave, justement. Non. Et la joie, c'est lutter contre l'adversité, c'est lutter contre les choses qui vont pas bien dans notre vie, et justement avoir ces petits moments de joie qui nous emplissent pleinement et qui nous rendent peut-être un petit peu heureux le temps de quelques instants au moins. On va parler donc de cette pièce qui est directement tirée, adaptée du roman de Charles Pépin. On va dire un mot peut-être de son auteur, philosophe, auteur de 3 romans, avec ce dernier roman, La joie, qui est absolument génial. On parle souvent d'une revisite de l'étranger de Camus. On dresse des parallèles qui sont assez évidents hein, quand on regarde l'histoire, évidemment. Une fiction à thèse, Solaro comme Meursault qui vient d'enterrer sa maman. Il tue un homme dans une rixe, il est jugé pour ça, puis condamné. Seule l'issue finalement diffère. Ça vous a touché, ce parallèle dans l'œuvre de Charles Pépin? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs quelque chose dont il ne se cache pas du tout. Hein. C'est absolument librement inspiré. Il le revendique. Oui, absolument. Ah, c'est vraiment revendiqué. C'est son œuvre préférée de Camus, qu'il lit et relit chaque été, vraiment. Mais pourtant, c'est... Enfin, je comprends qu'on fasse cette comparaison. Elle est évidente et en effet, je viens de le démontrer. Mais je trouve qu'elle est unique aussi. Oui, parce que... C'est pour ça que ça me dérange, l'idée de la comparaison. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est un travail à chaque fois qui est unique, c'est un travail d'écriture. Oui, c'est totalement contemporain, c'est ancré dans une autre réalité physique, une autre ville. Le personnage est quand même plus lumineux que Meursault, il est quand même plus dans la vitalité, dans quelque chose de... Il est plus peut-être disponible à la joie. Exactement, et plus ouvert à cette joie et à cette lumière et à l'émerveillement notamment de la nature qui le réjouit à chaque fois quand il y pense et quand il la regarde. Ce roman, vous en avez pensé quoi quand vous l'avez lu, quand vous l'avez relu? C'est vraiment un roman philosophique à proprement parler, dans le sens où ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est qu'il ne cherche pas forcément à apporter des réponses, ou en tout cas la réponse qu'il nous apporte n'est pas forcément une réponse à laquelle on peut adhérer tout de suite. Et en ce sens, c'était une vraie immense matière pour une œuvre théâtrale. Oui, il n'y a pas de réponse, mais il n'y a que des questions. Et les gens que moi je vois à chaque fois à la fin du spectacle me posent des questions, me disent mais pourquoi ça, pourquoi là, pourquoi il réagit comme ça, et qu'est-ce que vous voulez dire là? C'est des vrais questionnements sur la vie. Et c'est extraordinaire. Parce que comment on met ça sur les planches? Parce que alors, je trouve ça très intéressant, en effet, de parler de ce récit philosophique, de montrer à quel point ça soulève des questionnements chez nous, à quel point ça relève aussi de l'intime, puisque chacun peut se l'approprier. Vous l'avez dit, il n'y a pas de réponse toute faite qui est donnée, en tout cas pas forcément celle qu'on voit venir. Comment est-ce qu'on met ça sur les planches? Alors, il y a déjà une chose dont je voudrais parler qui figure très fortement dans l'œuvre de Pépin et dont on s'est vraiment emparé dès le début du travail, c'est la dimension organique. Il y a une vraie dimension organique dans toute... C'est-à-dire qu'en fait, la joie dont parle Solaro et dont parle ce texte a quelque chose de très sensoriel.
C'est-à-dire qu'on parle de la joie, par exemple, de sentir dans une casserole une omelette aux champignons qui est en train de se préparer. Voilà. En fait, ce sont des éléments comme ça qui figurent. Et là, on a les effluves, on imagine ce qui se passe déjà peut-être dans le nez, dans les papilles. Et en fait, on le ressent même, on connaît tous cette odeur-là. C'est charnel, c'est sensoriel. C'est extrêmement sensoriel. Et il y a plein d'endroits, ça c'est un exemple, mais il y en a plein, et il en reste plein aussi dans l'œuvre théâtrale. Ouais. Et c'est ça qui nous a... Enfin, en tout cas, moi, c'est un des premiers axes qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que c'était déjà très organique. Et donc, très organique. Et donc, organique, pour un acteur, il n'y a rien de plus brut riche comme matériel. C'est une matière incroyable. Et en même temps, je me suis posé la question du seul en scène. Je me suis dit, j'ai trouvé ça génial, et je me suis demandé pourquoi. Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai jamais rêvé... jamais de toute ma vie de faire un seul en scène, mais ça s'est imposé à moi. En fait, on m'a offert le livre, c'est mon amie Cécilia Cara qui m'a offert le livre, et qui me dit, je ne sais pas ce que ça raconte, mais le titre m'a fait penser à toi. Donc ça a commencé comme ça. Je me suis dit, ça commence très très bien. Et puis, je lis le roman. Je précise qu'effectivement, c'est un roman et non pas un essai philo, parce que beaucoup de gens croient que c'est un essai philo, alors que je n'arrête pas de dire que c'est un roman, et un vrai roman, et qu'il arrive beaucoup de choses très inattendues durant le parcours de Solaro. Il y a des péripéties, finalement. Totalement, et plein de rebondissements. Et en fait, je l'ai lu donc une première fois, et je l'ai trouvé formidable, et je l'ai posé sur ma table de chevet, je ne l'ai pas remis dans la bibliothèque comme je le fais avec les autres livres, et j'ai eu envie de le relire peut-être 2 semaines après, et 3 semaines après, et 4 semaines après, etc. etc. Et le livre, c'est une rencontre, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. C'est un personnage, la rencontre avec un livre, la rencontre avec Charles Aprey, qui est très généreux, très solaire, très lumineux, comme Solaro d'ailleurs lui-même. Et voilà, et ça s'est imposé. Et après, j'ai demandé à Tristan de m'accompagner pour la mise en scène, et on a travaillé ensemble, et ça s'est bien passé. Alors, on n'arrête pas de dire que c'est très riche, que c'est très charnel, que c'est très sensoriel, qu'il y a des péripéties, des rebondissements, que c'est construit comme un roman, qu'en même temps, il y a cette trame, cette thèse philosophique. Pardon, mais comment on met tout ça dans un seul en scène? Ça paraît dingue, parce qu'il y a aussi d'autres personnages, évidemment, qui sont là pour créer de l'interaction dans le roman. Comment est-ce qu'on traduit ça en seul en scène? Alors, effectivement, dans un premier temps, ce qui nous a semblé important, c'est de se servir de cette matière pour en faire une trame dramaturgique et d'en faire une œuvre théâtrale. Donc, on a coupé effectivement certains passages, on en a interverti, histoire que dans le récit d'un seul en scène, puisque Olivier a cette lourde responsabilité qu'incarnaient tous les personnages du roman, et dans ce travail-là, il nous semblait important de basculer certaines scènes avant d'autres et d'en construire comme ça un fil conducteur qui puisse tendre du début à la fin l'histoire de ce personnage, parce que c'est ça dont il est question sur scène. Et ensuite, en fait, c'est juste de la matière dont on a juste eu à puiser, extraire les... En fait, la matière était très riche. On sent qu'il y a une gourmandise dans vos yeux, tous les deux, quand vous parlez de cette matière, de ce roman, et derrière de ce que vous en avez fait, et de la manière dont vous l'avez mis sur les planches. Il y a une forme de... Comme si la matière était infinie. Il y a un potentiel de création, je trouve, qui est assez incroyable. Et surtout, c'est ouvert aux imaginaires des spectateurs. Parce qu'on n'impose rien, de ne pas imposer. Exactement. Parce que si vous dites, je suis au volant de ma voiture, Paris est devant moi, les autours de la Défense s'éloignent dans mon rétroviseur, moi, si je suis spectateur, je le vois. Oui, bien sûr. J'ai pas besoin qu'on m'impose une image derrière, par exemple, une image vidéo qui défilerait. J'ai vu des spectacles comme ça, et franchement, ça m'a déçu. Vous n'avez pas été convaincu? Non. Là, on est dans une mise en scène, une scénographie qui est épurée, qui est simple, qui valorise beaucoup votre jeu, votre présence sur scène, avec ce bleu quand même sur l'affiche, ce bleu qui dit quelque chose aussi, évidemment, de ce qu'est la joie, j'imagine, en tout cas, qui donne une certaine tonalité, et par la couleur, et par ce que ça réveille chez nous. Est-ce que c'était important pour vous de nous montrer aussi, de par la scénographie, qui peut paraître un peu fermée, vous avez presque l'air à l'étroit sur cette scène, que en fait la liberté elle n'est pas acquise, elle n'est pas donnée, et qu'on doit se battre tout le temps pour qu'elle existe. Oui, et qu'à l'intérieur d'un cadre très fermé, comme ça, d'un angle, on est libre, on peut être libre, même dans et un ouvert angle. À tous les imaginaires. Et en fait, même si on est en prison, même si on est en asile psychiatrique, eh bien, on peut être ouvert à tous les possibles et ne pas se sentir enfermé. Ça vous a amusé de jouer justement avec cette étroitesse ? En fait, ce qui nous a surtout intéressé, c'est de savoir d'où la parole parle. Parce qu'effectivement, quand on lit le roman, comme je l'expliquais juste avant, le déroulé des événements n'est pas forcément exactement dans le même ordre. Mais ce qui nous intéressait, nous, dans une œuvre théâtrale, c'est de savoir d'où la parole émerge pour cet acteur, pour ce personnage, sur scène, pour communiquer avec les autres personnes qui sont venues ce soir-là au théâtre. Et il nous semblait, enfin en tout cas dans ce travail de recherche qu'on a eu, il nous a semblé intéressant de partir de la fin de l'histoire, donc de cet endroit où Solaro est enfermé, dans cet asile
effectivement... C'est vrai qu'il y a l'essence finalement aussi de cette histoire et du questionnement philosophique. Exactement. J'aimerais qu'on regarde la bande-annonce ensemble et ensuite on continue évidemment à en discuter en plateau. Avec joie. J'observe devant mon pied une petite fleur violette éclose dans une fêlure du bitume. Comment a-t-elle fait pour arriver ici? Pour percer et croître? Échapper si longtemps aux pas et aux pneus? Cherchait-elle ce soleil qui me caresse le front? Et si je devenais aveugle? Aimerais-je autant ce monde si je cessais subitement de le voir? Que ne comprenez-vous pas, monsieur Solaro? Serais-je capable, comme on dit, de le sentir d'autant mieux que je ne pourrais plus le voir? Et si je devenais muet, sourd? Et qu'est-ce que je préférais, devenir aveugle ou muet? Monsieur Solaro, avez-vous quelque chose à ajouter? Il me demande si je peux nommer ce sentiment, si je peux mettre un mot sur ce dont j'ai parlé. Cette chose qui monte dans le ventre et même dans la gorge et qui parfois surgit quand je ne m'y attends pas. Je crois que c'est de la joie. Et alors là, tout le monde est unanime sur le fait que vous avez une qualité de jeu incroyable, une manière d'exprimer des sensations, des émotions de manière immédiate. Comment est-ce que vous travaillez ce naturel? Est-ce que déjà, c'est parce que vous êtes naturel dans la vraie vie et donc que ça ressort dans votre jeu de comédien, mais comment est-ce qu'on travaille cette immédiateté? Écoutez, en fait, ça me paraît simple et naturel, mais évidemment qu'il y a sûrement beaucoup de travail et de... Maintenant, c'est très intégré dans le corps aussi. Ça fait partie de vous? Oui, totalement. Et j'ai fait des choses de plus en plus, au fur et à mesure des représentations, plus physiques, plus corporelles aussi, parce que Solaro est vraiment dans le corps aussi, et dans la jouissance du corps. J'avais notamment rajouté une séquence qui n'existait pas au tout début de footing. D'accord. Où Solaro s'émerveille de faire du footing sous la pluie. Quelqu'un va râler, va dire il y a des piétons partout, on peut pas. Et lui, cette pluie, ça le lave, ça le régénère, ça lui donne une force. Et il conclut en disant. Encore une fois, c'est très sensoriel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et il conclut en disant cette séquence, je la conclus en disant c'est bon d'avoir un corps. Ouais. Et ça résume aussi. Là encore, c'est très organique. C'est très organique. C'est vraiment la matière première de ce travail. Et je tiens quand même à dire que Olivier est un homme d'une extrême sensibilité. Ça en fait un acteur extrêmement sensible. C'est important pour. En tout cas, pour ce travail-là, c'était indispensable. Et c'est vrai qu'on a eu tout un travail de recherche sur ce qu'était la sensorialité. On a cherché à s'aider de subterfuges ou de techniques pour essayer d'accompagner ça, et en fait on en est vraiment revenu à l'essence, qui est ce corps organique sur scène et qui traverse toutes ces c'est ça. Et on a vraiment tout enlevé. C'est-à-dire, au départ, on a travaillé avec des accessoires, avec plein d'actions physiques. Et ensuite, vous avez épuré au maximum. Je trouve que c'est une très bonne idée. Le rythme, lui, il est impeccable. Vous avez un débit incroyable qui est très galopant. Mais en même temps, c'est très serein. C'est-à-dire qu'on a le temps d'apprécier. Ça, c'est aussi très agréable pour le public, puisque derrière, évidemment, le public se pose beaucoup de questions. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas une interprétation du texte et de la pièce. J'aimerais comprendre ce qu'est la vôtre, finalement. Comment est-ce que vous interprétez la fin? Quelle est la morale, entre guillemets, pour vous, s'il y en a une, de la joie? Il n'y aura pas de morale, il y aura juste ce questionnement qui est propre à chacun et auquel chacun trouvera sa réponse, qui est, qu'est-ce que la joie pour soi, déjà, puisque ce ne sera pas la même réponse pour tout le monde. Et surtout, la question que soulève ce texte, c'est est-ce que la joie est compatible avec notre société? Et moi, je dirais, est-ce que Solaro est fou? Ou est-ce que c'est la société qui considère qu'il est fou? D'accord. C'est génial. Donc, en fait, vous passez de la joie à la folie. Exactement, oui. Et vous nous invitez à cette folie. Et puis c'est une folie généreuse, une folie qui accompagne, une folie qui dit venez avec moi, venez, je vous accompagne et je vous fais venir sur le chemin de Solaro. Merci beaucoup en tout cas pour cette générosité et puis pour ce très 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 beau spectacle, cette adaptation du roman de Charles Pépin sur les planches du Petit Montparnasse, La joie. C'est au Grand Montparnasse. J'ai dit au Petit? C'était au Petit Montparnasse. C'était au Petit et maintenant c'est au Grand. Exactement. C'est au Grand jusqu'au 10 août. Ça c'est la vie et c'est une manière de se réjouir aussi. Jusqu'au 10 août, au Grand Montparnasse, excusez-moi, avec Olivier Ruidavé sur scène. Merci beaucoup messieurs, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et on passe tout de suite au Figaro Histoire qui va nous raconter quelque chose. C'est tout de suite. Merci beaucoup Geoffroy Caillet d'être avec nous pour cette nouvelle séquence du Figaro Histoire qui nous raconte que le 26 juin 1787, Marie-Antoinette inaugurait la laiterie de Rambouillet. C'est un véritable bijou qui est inspiré par la mythologie que le roi Louis XVI a fait construire à son intention. Ce bâtiment vient de retrouver son mobilier d'origine, alors on le visite
ensemble. Évidemment, on est heureux de pouvoir le redécouvrir avec vous. Qu'est-ce que la laiterie de Rambouillet? Qu'est-ce qu'on y faisait? Et est-ce qu'on y faisait vraiment du lait, comme son nom l'indique? Alors, l'idée de la laiterie de Rambouillet, c'est une idée de Louis XVI. D'accord. Mais cette idée plonge dans une tradition française beaucoup plus ancienne, puisque déjà Catherine de Médicis, au XVIe siècle, à Fontainebleau, avait sa propre laiterie. Alors, pas une véritable laiterie avec des vaches comme on peut l'imaginer aujourd'hui, mais ce qu'on appelait une laiterie de propreté, c'est-à-dire un petit salon contenu dans un édifice où l'on dégustait du lait et des produits laitiers, c'est-à-dire du beurre, de la crème, des fromages, un véritable temple du lait. C'est une sorte de bar à lait, quoi. Une sorte de bar à lait. Si on est plus contemporain dans la manière de relire les usages. Et ensuite, au XVIIe siècle, à Versailles, 2 bars à lait, 2 laiteries se succèdent pour la duchesse de Bourgogne, une 3e ensuite sous le règne de Louis XV pour Madame de Pompadour. Et puis, dans le courant du XVIIIe siècle, justement, les laiteries accompagnent la vogue des fabriques. Les fabriques, c'est des petits édifices dont on parsème les jardins aristocratiques. Et il y en a un autre très bel exemple à Rambouillet qui s'appelle la chaumière au coquillage de la princesse de Lamballe. C'est un joli nom. D'extérieur, c'est très joli, c'est une petite chaumière et vous rentrez, le décor est entièrement tapissé de dizaines de milliers de coquillages. Ça doit être magnifique. C'est exceptionnel, c'est autre chose à voir. Et donc les laiteries se rattachent à ces petits salons d'apparat qui se logent dans des petits édifices dans les jardins français. Alors on va parler de Rambouillet, évidemment, et de cette laiterie de la Reine. Pourquoi est-ce qu'on se passionne autant et ainsi pour le lait? Eh bien parce que la vogue pour le lait s'explique par la découverte progressive des vertus médicinales, des vertus hygiéniques du lait. Alors je crois qu'on en a un peu revenu depuis pour les enfants. Je me souviens de les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On est revenu. Exactement, vous n'étiez pas né, c'était les années 80. Il y a donc une sorte d'arrière-plan médicinal en fait dans cet engouement pour le lait au XVIIIe siècle. Et puis ça va aussi avec le goût pour la vie au grand air, la vie vraiment hygiénique. C'est vraiment le début de l'hygiénisme en France. Rousseau va aussi dans ce sens, dans ses confessions. Il parle justement des vertus d'élever ses enfants au grand air, de leur faire boire du lait. Et puis par ailleurs, on est en plein goût néoclassique, c'est-à-dire le goût de la redécouverte de l'Antiquité. Et alors, à partir du règne de Louis XVI, les laiteries qu'on va trouver dans les jardins aristocratiques vont se présenter comme des temples du lait remplis de références à la mythologie. C'est vrai qu'on retrouve dans l'architecture et dans certains aspects, finalement, des références mythologiques qui sont intéressantes. Exactement. On va en reparler, évidemment. À qui Louis XVI s'adresse-t-il pour bâtir ce temple du lait dont vous venez de nous parler? Eh bien, au champion du néoclassicisme, qui est le peintre Hubert Robert. Hubert Robert, il est connu donc comme peintre, mais également comme décorateur, un peu comme, on pourrait même dire, designer avant l'heure. C'est un décorateur de génie. À Versailles, il a décoré le bosquet des Bains d'Apollon, avec les chevaux du soleil, dont on a déjà parlé dans Bienvenue en Île-de-France. Et cette magnifique statue d'Apollon servie par les nymphes. Et il crée une sorte de petite grotte rustique qu'on voit à l'écran dans les jardins de Versailles. C'est magnifique. C'est magnifique pour abriter cette sculpture du XVIIe siècle, vraiment un des chefs-d'œuvre de la sculpture française. Et donc à Rambouillet, il va bâtir la laiterie de la Reine avec un architecte qui s'appelle Thévenin, mais c'est lui qui dessine vraiment tout le programme iconographique dans lequel la laiterie va s'inscrire. Et puis il est en opération séduction un peu quand même. Exactement, parce que Louis XVI vient d'acheter le domaine de Rambouillet, mais il y a un drame, c'est que Marie-Antoinette ne veut pas y aller. Elle dit que Rambouillet c'est une crapaudière, donc un endroit où les crapauds se plaisent, pas un endroit pour la reine. Donc là l'enjeu est grand, l'enjeu est grand, et puis il faut dire aussi qu'à Versailles, elle a son hameau, et dans le hameau il y a déjà une laiterie. Il y a déjà une laiterie que l'architecte Richard Mick lui a construit, et du coup... le défi est grand. Le défi est grand. Aller en Rambouillet, pourquoi faire ? Alors que voit Marie-Antoinette quand elle découvre sa laiterie le 26 juin 1787 ? Alors elle s'avance au bras de Louis XVI et elle, dans le parc de Rambouillet, elle pénètre déjà une enceinte avec 2 petits pavillons qui existent toujours. C'est là où autrefois on faisait réellement le lait. Et puis elle s'avance dans l'allée. Et l'allée est barrée par un rempart de feuillage. Et sur un ordre discret du roi, 2 valets font tomber la palissade de feuillage. Et au bout, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette petite construction qui apparaît. C'est absolument magnifique. Ce petit temple du lait, exactement. Au fronton, on voit marqué laiterie de la Reine. Donc ça, c'est extraordinaire. Et là, il y a 2 petites pièces en enfilade
qui se succèdent. La première, c'est ce qu'on appelle la salle de dégustation du lait. Ça ressemble à une rotonde, même si de l'extérieur on a l'impression d'avoir une... rotonde tout à l'heure. On a aperçu de l'intérieur la pièce en forme de rotonde. C'est une copie pour ce qui concerne la voûte du Panthéon de Rome, donc une voûte à caisson, avec un éclairage par un oculus, c'est-à-dire un œil, un éclairage zénital par le sommet, parce que la laiterie, pour garder ses vertus au lait, doit rester un endroit frais. Donc c'est un petit temple du lait, c'est un petit temple de fraîcheur, et dans cette première pièce en forme de rotonde, on aperçoit des consoles le long du mur sur lequel était disposé un service en porcelaine de Sèvres, une grande table console au milieu, et ce qui est très intéressant, c'est que ce service à lait de Sèvres, évidemment, est entièrement voué à nous parler des vertus du lait et adopte des formes tout à fait étonnantes, typiquement le fameux bol saint, un bol en forme de saint, avec toujours le thème du lait derrière, évidemment, et on a prétendu que le bol saint, une des 65 pièces de ce service de Sèvres, avait été moulé évidemment sur le sein même de Marie-Antoinette. C'est une très belle légende. En réalité, dès l'Antiquité, il y a des tasses de ce genre, dès l'Antiquité grecque, des tasses de ce genre moulées sur un sein, en tout cas en forme de sein. Qui servaient à déguster le lait alors ? Qui servaient à déguster le lait. C'est hyper holistique comme manière d'envisager la dégustation. Exactement. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette seconde salle qu'on a commencé à apercevoir tout à l'heure ? Oui, au bout de la première salle, des portes doubles s'ouvrent sur ce second salon. Alors ce second salon qu'on voit avec cette vue aérienne est lui aussi, cette salle est elle aussi éclairée par le sommet. Et là c'est une pièce toute en longueur. Donc ce qu'on voit d'abord quand on est sur le seuil de cette deuxième pièce, c'est-à-dire au bout de cette rotonde, c'est une grotte artificielle comme celle que Hubert Robert a fait construire dans les jardins de Versailles. Et dans cette grotte, où autrefois cascadait de l'eau de façon à rafraîchir les produits laitiers, ça doit être splendide. Ouais, l'eau ne coule plus aujourd'hui, mais toujours... Mais il y a toujours la statue de cette nymphe. Voilà, au centre de la grotte, la nymphe Amalthée et sa chèvre. Pourquoi la nymphe Amalthée, chef-d'œuvre du sculpteur Pierre Julien, qui a sculpté d'ailleurs les autres reliefs qu'on a trouvés dans la première salle, qu'on va trouver dans la seconde? Parce que dans la mythologie, c'est la nymphe Amalthée qui a recueilli Zeus enfant et qui l'a nourri avec le lait de sa chèvre. Donc toujours la mythologie est là. Donc le néoclassicisme, ce que vous nous disiez tout à l'heure, et puis ces symboles en effet autour du lait et de l'imaginaire qui nous y ramènent. Au mur de relief en marbre magnifique du même sculpteur également, qui raconte l'enfance de Zeus nourri par le lait. Vous venez de nous le raconter. Pourquoi cette salle de fraîcheur, est-ce qu'elle fait l'actualité en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? Eh bien parce qu'elle vient enfin de récupérer son mobilier. C'est un mobilier qui a beaucoup voyagé. Et d'abord, c'est un mobilier, vous l'avez à l'écran, en acajou, qui est assez rare en fait à l'époque de Louis XVI, où on préfère le bois peint, le hêtre peint en couleur crème justement, blanche. Et là, Hubert Robert a dessiné lui-même à nouveau les sièges. Donc quand je vous parlais de lui comme d'un designer, ça n'est pas vraiment trop dire, parce que réellement, c'est lui qui a dessiné ce mobilier qu'on appelle des chaises à l'étrusque. En réalité, il y a des chaises, des fauteuils, des tabourets, et on dit à l'étrusque parce que à l'époque, le mot étrusque, c'est le mot qui sert à désigner toute l'Antiquité romaine qu'on vient de redécouvrir à partir de la redécouverte de Pompéi en 1748. Et comme on s'est rendu compte que l'ère d'influence des Étrusques, qui normalement vivent au nord de Rome, mais s'est étendue jusqu'à la région de Naples, on appelle à l'étrusque, vase à l'étrusque, chaise à l'étrusque, tout ce qui est antique. Et donc, Hubert Robert dessine ce mobilier et il le confie à l'ébéniste Georges Jacob, qui est le plus grand fabricant de sièges de son temps. Et il y a une vingtaine de sièges qui formaient justement le décor de ce petit salon, celui sur lequel on pouvait s'asseoir, où la reine pouvait s'asseoir avec ses suivantes. Pour se rafraîchir. Pour se rafraîchir, pour déguster du lait, du fromage. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que ces sièges se sont beaucoup promenés et enfin, ils ont atterri à Versailles au cours du XXe siècle. Et Versailles vient de céder à nouveau à Rambouillet tout cet appareil de sièges pour qu'ils rejoignent vraiment le lieu pour lequel ils ont été faits. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on sait si Marie-Antoinette, elle a pu profiter effectivement de sa laiterie? Elle en a très peu profité, parce qu'il est probable qu'elle n'y soit venue qu'une fois. C'est dur. Ce fameux jour de l'inauguration du 26 juin 1787. Alors, ça, c'est vraiment le privilège des reines. Ça, c'est le privilège des reines. Alors, comme je vous le disais, elle avait cette très jolie laiterie qui existe aussi et qu'il faut aller voir à Versailles, dans le hameau de la Reine. Il y a une laiterie tout à fait analogue. Donc, comme elle préférait Versailles, elle a beaucoup fréquenté surtout cette laiterie. Et puis, il faut dire que 2
2 ans plus tard, pile, hein, on en a parlé la semaine dernière, avec les journées de juin 1789. 2 ans après, la Révolution éclate. Dès le 6 octobre 89, la famille royale est ramenée de Versailles à Paris, aux Tuileries. Et là, il n'est plus question d'aller se promener à Rambouillet. Donc, le temple du lait, la laiterie de Rambouillet referme ses portes. Heureusement, la Révolution l'épargne. Les reliefs de marbre sont dispersés plus tard, notamment Joséphine, femme de Napoléon Ier, fait déplacer les reliefs de Pascal Julien pour en orner Malmaison. Et de collectionneur en collectionneur au 19e siècle, au 20e siècle, ces reliefs font quasiment le tour du monde. Ils ont pu rejoindre Rambouillet dans les années 1990, reprendre leur place sur les murs de la laiterie. Donc vous avez aujourd'hui à Rambouillet une laiterie qui est vraiment la laiterie qu'on a toujours connue. Et il y a un mot de Talleyrand qu'il faut citer. Et ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Qui n'a pas vécu dans les années voisines de 1789 ne sait pas ce que c'est que le plaisir de vivre. C'est une devise que définitivement on pourrait écrire au fronton de la laiterie de la Reine à Rambouillet. Je suis sûre que si vous leur proposez, ils vous disent oui. Merci beaucoup Geoffroy Caillet. On vous retrouve évidemment lundi prochain pour cette chronique Histoire. Le Figaro Histoire nous raconte. Et moi je vous dis à demain sur le Figaro TV, toujours à la même heure et toujours sur le canal 34. Excellente soirée. What?